Merci. Je remercie d'abord Marie de bien vouloir m'inviter, à Pamela, d'avoir organisé tout ça. Je suis vraiment heureuse d'être là. Et en même temps, en venant ici, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire parce que chaque année, à chaque endroit, on répète les mêmes choses, on ne sait pas. Et à vrai dire, il est très difficile pour moi de résumer mon travail. J'ai du mal. Et je vais commencer par vous lire un extrait. Vous allez voir pourquoi c'est très difficile de parler de mes propres textes et surtout de les résumer sans avoir l'impression d'enlever des choses. En tout cas, je commence par une lecture de 2 pages de ce livre Espèces qui est publié il y a quelques années. Je me réveille peu de temps après. Oh. La nuit s'est cachée derrière le toit. Les étoiles brillent. Je me lève tout de suite. Je regrette d'avoir auparavant dormi autant de nuits. Cela me paraît maintenant le pire gaspillage de la vie. Je me lève tout de suite. Je regrette d'avoir auparavant dormi autant dans la nuit. Si vous n'entendez pas, vous me dites. Cela me paraît maintenant le pire gaspillage de la vie. Je vois je vois extraordinairement bien dans la noirceur et la nuit semble aussi bruyante que le jour. L'obscurité et le calme, il n'y en a pas vraiment. Ce ne sont encore que des idées. Ce sont les idées justement qui m'ont tué. En toutes circonstances, A et les autres cherchent à classer, catégoriser, différencier, distinguer, séparer, schématiser, qualifier, référencier, tout divisé en morceaux. Le monde est ainsi réduit en miettes. Je suis étouffée à en mourir. Mais leur ego, ce ballon en papier, cette bulle de savon est soufflée et agrandie au point d'exploser. En bas, au ras du sol, dans les ruines de mon existence, dans la posture d'une chatte civilisée, je vois des tonnes de papier en poudre, une pluie de bulles éclatées, cimetières de plus en plus vastes, écoles de moins en moins grandes, noms oubliés, histoires dédaignées, et la superposition des voix et le défilement incessant des images. Dans le présent, toujours que le présent. Où trouve-t-on d'ailleurs l'obscurité et le calme? Il y a toujours une lampe ici et là. Il y a toujours une voiture qui roule. Depuis hier, je vois peu de différence entre le jour et la nuit. La succession des jours redevient moins évidente. Le temps est difficile à mesurer. Je le croirais même inexistant. Si j'en ai encore la connaissance, ou bien si j'ai encore le souvenir de cette connaissance, je n'éprouve plus une sensation forte du temps qui coule, du temps qui se perd, du temps à gagner, du temps qu'on accorde comme un bien, du temps qui se conserve, du temps à dépenser, du temps à venir. Ma vie d'aujourd'hui se mesure autrement, peut-être par une succession de petits instants qui s'éteignent et se prolongent, sans cohérence et sans but, sans parole et sans joie, me permettant de sentir seulement le confort et la douleur physique, de ne suivre que la loi de la vie et de la mort, de reconnaître la seule distanciation possible par la forme subalterne où je me retrouve aujourd'hui face à l'humanité que j'ai quittée. Et cette vie sans mesure me fait presque croire à l'annulation de toute forme, au néant égalitaire, sinon à la naissance de nouvelles formes imposant de nouveaux rapports de force. Je marche, je m'assois et je dors, un peu comme avant. J'effectue des mouvements, sauts et courses, un peu comme avant. À pied ou à 4 pattes, cela n'a pas d'importance, mais je joue beaucoup. Voilà le plus grand avantage que m'apporte ma nouvelle naissance. Je suis adulte, mais je joue encore et pour toujours.
car c'est cela le seul objectif d'une vie de chat. Chaque jour n'est pas une fête, mais chaque jour est un jour de vacances. Voilà. Et donc c'est un peu comme ça, du début à la fin, d'un livre à l'autre. C'est pourquoi c'est un peu difficile d'en parler après avoir fait des livres à la manière dont je le fais. Et ce qui se passe, c'est que je trouve, c'est que je me suis toujours dit, je suis une poète, une poétesse ratée, ou je sais pas, mon ambition c'est de faire du théâtre et de la poésie dans le roman, parce qu'aujourd'hui le roman s'évalue et on met tout dans la catégorie du roman. Les éditeurs adorent ça, de publier des romans, et souvent je me suis dit, mais ne m'appelez pas, moi, romancière, je ne suis pas vraiment une romancière, je ne suis pas assez romanesque, pour ainsi dire. Et il y a un côté en moi, c'est ce petit poète qui n'a pas beaucoup écrit la poésie, qui m'empêche de m'attacher très longtemps dans les éléments romanesques, dans les détails, de faire ce qu'on appelle une fiction pure, entre guillemets au sens traditionnel du mot. Donc je suis en train de faire le va-et-vient entre la poésie et c'est ce que je pense, mais en même temps, les paroles sont importantes. Tous les livres sont la plupart sont écrits à la première personne, sont des monologues, et parfois, les lettres chinoises, j'ai voulu faire une sorte de théâtre à 3 voix, mais ça dépend, c'est épistolaire, mais en même temps, ce sont que des voix. Et querelle d'un squelette, querelle d'un squelette avec son double, c'est un dialogue du début à la fin, donc c'est très très parole. Voilà. Et ça c'est pour la forme, mais en ce qui concerne le contenu du thème, il faut quand même un petit peu de sujet pour que ça ressemble un peu à des romans. Donc le sujet, c'est vraiment... il y a du tout. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, donc je fais un peu rapide, un survol. Le premier livre, La mémoire de l'eau, c'est un premier livre, donc c'est un peu ambitieux de vouloir... j'ai voulu écrire sur l'histoire contemporaine chinoise, notamment l'histoire du XXe siècle. Et c'est vraiment un siècle très très troublant, turbulent, malheureux pour les Chinois. Donc c'est un tout petit livre écrit avec plein de détresse, de mélancolie, etc. Donc je me permets des émotions. Alors, deuxième livre, Les lettres chinoises. C'est déjà un dialogue entre les immigrants, c'est pas tellement, entre les jeunes ceux qui sont partis, ceux qui ne sont pas partis. Donc c'est un livre très proche de ma propre vie. Donc plein de questions qui seront traitées plus tard dans les autres livres. On voit déjà les traces là-dedans. Donc il y a des réflexions sur les racines, sur l'identité, et tout ça, les contradictions, le désir de partir, le désir de rester aussi, et le confort de rester, c'est tout ça. Et puis il y a l'ingratitude,
le livre, il y a beaucoup de malentendus, mais mon éditeur m'a dit que tous les succès sont des malentendus. Donc je dis, c'est un malentendu, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas seulement mère et fille, c'est pas seulement une Chine que je veux dénoncer, c'est pas ça. Mais bon, c'est pas grave. C'était une période de ma vie où j'ai très envie d'écrire ce livre-là. Donc il s'agit du rapport entre mère et fille, mais aussi c'est en même temps c'est très métaphorique, c'est aussi entre mère patrie et l'être parti, la personne partie. Non, il y a ça. Et puis quand même il y a aussi comment dire, quand je viens en Occident, je vois les gens commentent la Chine, on compare le capitalisme et le communisme, etc. Je sais rien de ce que c'est le communisme. Mon impression, si je suis partie, si je ne suis pas en Chine, c'est parce que c'est un pays qui me semble encore très féodal. Et c'est ça qui m'a fait partir. Mais c'est vraiment pas ce qu'on pense sur le communisme. On peut revenir là-dessus, mais voilà, donc c'est vraiment une critique assez virulente contre les traces féodales qui sont restées dans notre société à l'époque. Quoique la société chinoise change de jour en jour très vite, mais c'est comme ça que j'ai grandi. Et puis après, c'est toute une série de livres avec un même personnage principal qui est un fantôme. Mais je suis très contente d'avoir trouvé cette forme d'écriture parce que ça me convient, parce que comme ce que j'ai lu dans ce paragraphe, j'ai tendance et j'ai envie aussi de partir un peu dans la description des détails. Je suis souvent impatiente de raconter. Donc ça m'aide, cette espèce de fantôme comme personnage principal. Et c'est intéressant pour moi parce qu'elle est elle. C'est une actrice. Elle a un genre quand même. J'ai hésité entre c'est un fantôme homme ou c'est une femme. J'aurais voulu que ce soit ni homme ni femme, mais c'est facile d'avoir un genre pour organiser le récit, de raconter l'histoire. Encore une fois, il faut raconter l'histoire. Quelqu'un qui vit dans la vie, mais il faut que ce soit une femme ou un homme. Mais en fait, pour moi, c'est pas ça. Donc, c'est un fantôme qui prétend voir le passé, qui prétend voir le futur, qui prétend de pouvoir passer d'un endroit à l'autre instantanément et qui prétend de se souvenir de ses vies précédentes. Et donc, à la fin de chacun des récits, elle meurt. Et pour renaître dans le récit suivant. Et donc, dans tous ces livres-là, les thèmes, les sujets sont un peu récurrents. À chaque fois, bien sûr, je mets l'accent sur un livre différent, sur un thème différent. Par exemple, immobile, dans l'immobile. Si j'ai le temps, je lirai un passage. Il était question de la répétition de l'histoire. C'est-à-dire la personnage, elle traverse les époques, elle la vit dans différents siècles, mais elle rencontre les mêmes problèmes sociaux, relationnels. Et ensuite, il y a Le chant dans la mer, c'est un livre sur la mortalité des civilisations. Et ici, symboliquement, je l'ai mis comme une culture de maïs, c'est l'agriculture. Et c'est quand même assez proche de mon vécu, parce que je viens de la ville, mais quand même, je viens d'un pays des paysans. Et donc, voilà, tout à coup, ça se transforme, c'est hallucinant. Et donc, je parle
d'un champ de maïs qui a été remplacé par une usine de briques, et ça devient un réservoir de briques, et donc c'est un peu métaphorique, mais donc il y a une sorte de nostalgie envers la culture qui est une société, des valeurs qui sont en train de partir, mais ça, c'est écrit il y a très longtemps, mais maintenant on découvre qu'on peut cultiver sans terre. Hein. On peut très bien couvrir tous les terres de béton, mais quand même avoir des légumes poussés dans l'air, dans l'eau suspendue. Il y a toutes sortes de façons de faire. Alors je me suis inquiétée un peu pour rien, parce que je me suis dit, mais quand il n'y a plus de terre, qu'est-ce qu'on va faire pour se nourrir à l'époque? Et après ce livre-là, il y a Querelle d'un squelette avec son double, dont on va parler cet après-midi. J'ai fait diviser le personnage principal en deux. C'est un fantôme qui se divise aussi. Donc, en partie, elle est dans une vie, en partie, elle est dans une autre vie. Une partie d'elle est dans une vie confortable, en tout cas pas confortable, mais dans un milieu confortable, elle mène sa vie un peu bourgeoise, etc. Et puis l'autre partie d'elle est en train de mourir sous les décombres d'un tremblement de terre. Et donc c'est le dialogue entre ces deux espèces de fantômes. Ça, et ensuite, qu'est-ce que j'ai comme espèce? C'est ce que je viens de lire, la femme qui est transformée en chatte. Donc, un enfant à ma porte, voilà. Et là, c'est question sur la reproduction humaine. Et quand j'ai hier entendu M. Bouchard dire que comment c'est facilement de faire 13 enfants comme ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, autour de moi, j'ai rencontré beaucoup de couples qui voudraient simplement avoir un, même deux, ou même juste un ou deux enfants, et ils ne sont pas capables, ils ne peuvent plus. Et ça, c'est un phénomène des pays développés, soi-disant. Et si on regarde l'Inde, on regarde la Chine, c'est surtout les pays sous-développés qui font des enfants. Et alors si on regarde maintenant le nombre des naissances et le nombre des morts, le rapide vieillissement de la société chinoise, on voit que dans 50 ans ou 100 ans, quand tous les pays deviennent développés, entre guillemets, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on aura encore des enfants? Donc, je m'inquiète pour ce genre de choses. Donc, j'ai parlé beaucoup de la condition dans laquelle on se produit aujourd'hui, et donc, bien sûr, la condition des femmes. Après celui-là, je crois que c'est la fin, hein, c'est l'arrivée. Du mangeur, voilà, du mangeur, oui. J'ai un peu mélangé les ordres. Et Mangeur, c'est un livre qui fait un peu écho à l'ingratitude. C'est une histoire un peu incestueuse. Donc c'est une fille qui vit avec son père, il s'aime beaucoup. Donc c'est très métaphorique aussi. Donc le père se transforme finalement en un monstre qui doit manger. C'est polémique, et ça vient aussi de la famille. Et puis c'est beaucoup question de partir ou de ne pas partir, de rester mourir ou de confortablement, parce qu'il n'y a rien de plus confortable, n'est-ce pas, d'être dans le ventre de ses ancêtres, et de partir ou de ne pas partir. Donc c'est encore une fois beaucoup question de l'identité, de ça. Et le dernier livre, L'arrivée est loin, c'est un petit peu la conclusion de toute cette série. C'est la fin du livre. Et en même temps, je donne la parole
au mari de la femme fantôme pour lui donner une autre perspective de la série. Voilà, c'est tout. Et puis récemment, j'ai écrit un livre. C'est une lettre ouverte à mon fils, très émotionnelle, encore une fois. Et il était beaucoup question. Dans le 4e du livre, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais ça va. On dit que c'est un livre notamment sur l'immigration. Oui, c'est sur l'immigration. Toute ma vie, ce sera sur l'immigration. Qu'est-ce que je vais faire d'autre puisque je suis immigrante de toute façon. Et donc, mais c'est vraiment, je n'arrive pas à résumer, il y a trop de choses dedans, mais surtout, ce qui m'a fait écrire, c'est que c'est mon fils qui est adolescent, qui ne veut rien savoir de ce qui est chinois, alors que j'ai apporté du pays lourd dans les valises, les livres, je collectionne certains. Heureusement, ce n'est pas nombreux, mes livres chinois, je choisis. Mais tous ces livres, rêvant que... moi, je les ai déjà lus, rêvant qu'un jour, mes enfants, peut-être mes petits-enfants vont pouvoir le lire, mais je trouve que ce n'est plus probable. Et donc, donc j'ai voulu écrire, j'ai voulu parler de ça, en fait, à mon fils, mais puisque c'est une lettre ouverte, parce que je ne sais pas, c'est aussi testamentaire, parce que je ne sais pas du tout, est-ce qu'il va le lire, quand est-ce qu'il va le lire, je ne vais jamais le lire, mais pour moi c'est important de noter les impressions, la pensée que j'ai sur le moment. Et j'ai voulu parler de l'acculturation pour les gens comme moi, comme immigrants de la première génération, et comment ça passe aux deuxième génération. Et en fait, ce n'est pas simple. Et j'espère qu'un jour, dans 2 ou 3 générations après, il y a quelqu'un qui va écrire un livre, un peu comme M. Bouchard hier, il écrit sur les colons. Hein, c'est les arrière-petits qui pensent à ce que le parcours de leurs aïeuls. Mais nous, les immigrants, on n'a pas cette chance d'être colons, on n'est pas des colons. Parce que les colons, ils assument, ils ont leur liberté, ils ont leur dignité, ils font leur vie. Ils arrivent dans un rien, ils construisent le tout. Alors que nous sommes arrivés dans un ordre déjà établi, dans une société déjà très codée, donc on parle de l'intégration. C'est beaucoup à écrire, encore des années à venir. Est-ce que j'ai encore le temps? Et après cela, après tout ça, j'ai commencé quelque chose d'autre, mais comme ça c'est à peine entamé, je ne peux pas en parler. Je pense qu'au lieu de lire mes propres ouvrages, je suis très démodée. Je traîne avec moi. Quand je monte dans l'avion, je prends un petit livre de Pascal. Ça devient un rituel. Et en ce moment, je suis dans ce genre de... je ne sais pas, d'humeur. Alors, juste quelques phrases de Pascal, peu importe ses croyances, et je vois même pas la différence, on est dans une salle un peu religieuse, je ne vois même pas la différence entre jansénite ou jésuite, je ne vois pas, mais pour moi c'est pas important. Ce qui est important, pour moi, la vraie religion, ça devrait embrasser tous et tout, n'est-ce pas? Et le tout et tous, tout le monde. Et donc, ça ne veut pas dire que je suis attirée par le mystisme. C'est vrai que il y a quelque chose comme ça, mais c'est pas vraiment les choses religieuses. J'ai grandi dans
dans une société athée, si on peut dire, entre guillemets aussi, parce que il y a beaucoup de nuances aussi quand même si on n'est pas des pratiquants, mais c'est vraiment la charge de la poésie qui m'intéresse dans le mysticisme. Mais si notre vue s'arrête là, que l'imagination passe outre, et se lassera plutôt de concevoir que la nature de fournir. J'ai besoin de tes lunettes. Tout ce monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. Nulle idée n'en approche. Nous avons beau enfiler nos conceptions au-delà des espaces inimaginables. Nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Je trouve très très beau, Pascal. Bon, si en cet après-midi, pendant un instant, je m'étais sentie confrontée à une difficulté de choix, je n'aurais pas hésité longtemps entre les bras de mon ami et le ventre de mon père. J'avais, parmi toutes les émotions qu'on puisse éprouver face à la mort, un souhait qui n'était même pas formulé, qui restait au fond de moi et n'avait pas encore pu monter à la surface en forme de pensée. Je souhaitais, sans le savoir, que tout soit terminé avant l'heure du rendez-vous, que mon ami arrive trop tard, pour une raison ou une autre, devant notre maison redevenue calme, qu'ainsi exclu à jamais, il ne s'attarde pas sous notre fenêtre peu accueillante et laisse mon père tranquille, qu'il s'en aille comme si de rien n'était, comme si je n'avais jamais existé. Cependant, au moment où je fus brusquement soulevée et vite transportée jusque dans la gorge de mon père, en regardant sans tristesse ni frayeur l'intérieur de mon père où bougeaient les veines et la chair rouge, je ne pus m'empêcher d'éprouver un dégoût envers cette bourdonnante vie interne que mon père considérait comme l'essence de la peinture. Je ressentis un bref regret du rendez-vous manqué, me reprochais de ne pas aimer assez mon ami, de manquer de courage pour me lancer dans un avenir qui m'était maintenant à jamais fermé, suspendu dans l'air frais du dehors, loin de toute vibration corporelle. Mon ami et moi, nous n'avions pas encore eu de contact physique. Je glissais la tête en bas dans un des tubes paternels, au bout duquel je serais, selon mon père, doucement dissoute et assimilée. Au cours de ma descente vers l'intérieur d'un corps si vibrant et si vrai que je n'avais pas pu imaginer devant cette révélation, je commençais à me blâmer de la sécheresse de mon corps et de mon esprit du temps où je vivais encore. J'attribuais tout cela à un excès d'amour-propre, à la fois grande avarice qui consistait à ne pas donner l'amour, à ne pas se donner à un autre. Supposons que mon ami arrive à temps et commence sans tarder à me sauver, à ouvrir le ventre de mon père, en ce moment affaibli par le volume du repas, ressemblant à une femme enceinte. Que pourrait-il bien se passer? Serais-je vraiment capable d'en sortir intact et de vivre désormais tel un nouveau-né, loin de mon père, sans mémoire? Des années plus tard, peut-être, en vivant avec A une vie quotidienne semée de heurts, j'ai appris que, faute de porter les mêmes gènes que lui, je n'entrerai jamais dans son livret familial, que je ne serai jamais des leurs malgré notre alliance par le mariage. Je crois alors mieux comprendre mon père, son affection exclusive pour moi, son étroitesse, son retrait, ses convictions quant à l'insurmontable obstacle, à ce qu'on appelle la solidarité pure et simple, le rapprochement désintéressé entre des êtres différents. Aujourd'hui, je n'ai plus honte de mon choix. Je ne regrette rien, ni de sortir du temps de mon père, ni de perdre mon ami que je n'ai jamais vraiment connu.
À l'exception de mon père avec qui je partageais l'héritage de l'aïeul, la même maladie incurable, la même source malsaine. Je ne pourrai jamais gagner le cœur de personne dans ma condition, en étant ce que je suis. De cela, je fais une loi. En fait, en rentrant à la maison, dans le corps même de mon père, en descendant vers ma source qui pourtant me répugnait, instinctivement je suivais cette loi. À ma disparition, la douleur que mon ami éprouverait probablement ne dépasserait pas en intensité et en profondeur celle d'un père désolé. J'en étais persuadée. Mon ami encore très jeune ne manquerait pas de trouver une consolation. Il se détournerait en bas de ma fenêtre vers le chemin qui s'étendait loin devant lui, ou dans sa soudaine solitude, il lui serait possible de rencontrer aussitôt une jeune fille non moins intéressante que moi. Il devait courir, aimer au maximum, vivre à fond, comme on dit, comme on l'espère. Bientôt, d'autres femmes combleraient son existence, le reproduiraient même, sans précision toutefois, en lui donnant des enfants. Or, j'étais la seule pour mon père. Il n'aurait pas d'autres enfants, et il n'en voudrait pas. Et nous ne serions plus malades en quittant ensemble ce monde qui ne nous convenait pas. Ainsi, mourir de l'imbécile langueur dans les bras d'un bien-aimé ne vaut pas toujours mieux que de périr dans la boue de son Créateur, en toute simplicité, confiance et liberté. J'y plongeais donc dans cette boue, la tête la première, contente de redevenir un tas de chair sans forme, à l'abri de toute souffrance, du danger de ressembler trop à mon père, d'être trop différente des autres, de me transformer en un monstre, de ne pas être aimée, de devenir une curiosité dans le monde où j'étais. Plus envie, ni prétention de tacher l'étoile, rien à peindre lorsque tout devenait couleur et liquide. Plus rien à représenter le jour où une fin triompha sur un amour. Le personnage de mon père semblait alors vivant. Il était sorti de sa toile. Je pensais que la toile, devenue alors vide et fade, était à jeter. La digestion pourrait se faire tranquillement, sans le moindre risque d'allergie, parce que les organes de mon père reconnaîtraient les tissus et d'autres éléments de moi. Je devais être facilement assimilable. L'épicière n'aurait pas imaginé cela. Aucune trace pour encourager une enquête judiciaire sérieuse. Mon père aurait maintenant suffisamment d'énergie, je supposais, pour plusieurs jours. Ensuite, quand il retrouverait la paix intérieure, il irait comme d'habitude chez les vendeurs de viande. Il annoncerait ma disparition calmement. Les vendeurs souhaiteraient qu'ils puissent se tirer de cette tragédie. Ils seraient tous ruinés si jamais mon père allait en prison. Quand il ferait beau, il pourrait pêcher dans la rivière par plaisir, mais aussi pour économiser. Car depuis quelque temps, les dépenses pour la nourriture étaient devenues l'un de mes soucis importants. J'étais content de l'utilité de mon corps, de ma mort. Si mon ami arrivait en ce moment du haut de notre fenêtre, mon père n'aurait qu'à secouer la tête et l'autre s'en irait, résigné et raisonnable, n'ayant pas l'intention de contrarier la volonté d'un père, ne trouvant pas de raison d'insister puisqu'il connaissait encore très peu mon sentiment envers lui. En route, il essaierait de se rappeler les paroles et les sourires échangés rapidement entre nous lorsqu'il était encore à la même école. Les souvenirs seraient encore plutôt minces et il s'interrogerait sur le fondement même de ce rendez-vous. Les gens vont et viennent en émettant une fumée épaisse qui me sépare d'eux. Je vois mal ce qui les pousse à s'agiter. Maman continue à manger, à remuer tantôt ses lèvres, tantôt ses membres et à dormir. Elle prononce des choses que je comprends à peine. J'ai l'impression qu'elle parle de moi. Déjà, elle paraît moins triste.
Je pense que même si j'avais réussi mon suicide, je n'aurais pu la faire souffrir davantage. D'ailleurs, tout cela n'a plus d'importance. Ma haine a brûlé dans le four où on a lancé mon corps. Maman a dans son air cette candeur propre aux vivants qui croient que la mort n'est qu'un accident. Des vagues de poussière sortant des ruines des ancêtres et portant des générations de déchets roulent autour d'elle et blanchissent ses cheveux sans qu'elle s'en rende compte. Je découvre pour la première fois que maman est en fait aussi innocente et vulnérable comme les autres. Elle vit encore, elle respecte ses horaires, elle marche d'un pas héroïque et s'assoit comme une montagne. Elle dort d'un sommeil profond. Elle ignore la poussière en train de la remplir, elle et tout ce qui l'entoure. Lorsque la poussière deviendra trop épaisse, l'eau de la mer envahira la ville et les corps seront nettoyés. Je vois maman dans le ventre d'un poisson et je me vois dans le ventre de maman. Nous avons mangé tant de poissons. Maman me paraît maintenant moins solide. Je l'aime mieux ainsi. J'aurais voulu le lui dire, mais c'est trop tard. De toute façon, cela vaut mieux ainsi. Trent est enfin sorti avec une jeune fille. Je les vois marcher côte à côte dans cette rue où il m'a poursuivi furieusement. Leurs manches se frôlent. Il semble vouloir éviter le bras très charnu de sa copine, son souvenir de moi étant encore présent. Mais lui, elle et moi, nous savons tous qu'il va prendre ce bras bientôt pour on ne sait pas encore combien de saisons. Le soleil brillait dans leurs yeux et ils sourient. C'est, me semble-t-il, le plus beau couple que j'ai jamais vu. Il y en a qui descendent vite la pente. Papa reste de plus en plus dans son lit. Grand-mère commence à perdre ses cheveux, sa mémoire et ses dents. Oncle Brun déménage à l'hôpital où des femmes énormes attendent leur bébé. Et voilà que maman a acheté un jeune oiseau et l'a mis dans une cage suspendue sous la fenêtre. Elle lui parle quelquefois. Une tendresse nouvelle s'évanouit sur son visage en y effaçant une tristesse usée. Elle lèche sa plaie, se soigne bravement. Elle continue à aimer à sa façon. Elle se met à éduquer et à discipliner son oiseau pour se réconforter de son échec antérieur, se préparer à un avenir quelconque, léguer son patrimoine et assurer une continuité à sa vie. Personne à sa place ne pourrait agir autrement. Il faut boucher la boucle tant bien que mal. Ce qu'elle est en train de faire me paraît très émouvant. Or, ce n'est peut-être pas elle, cette femme à côté d'une cage d'oiseaux. Je ne suis pas très sûre de la reconnaître. Je commence à perdre la vue, à mélanger les proches et les étrangers, les gens et les bêtes, les êtres et les choses. D'ailleurs, je ne peux plus distinguer aujourd'hui d'hier. Je ne vois pas de demain. Je me rends compte alors que je suis bel et bien morte. Quand on est vivant, on évalue le temps. On compte les années, les saisons, les journées et les secondes. Rien n'échappe à ce calcul. Même la lumière et le sable ont un âge. De cette façon, on se donne l'impression de posséder un nombre considérable de saisons, encore plus de journées et enfin d'innombrables secondes. On s'assure d'avoir le temps de tout faire, de s'aimer, de se haïr, de tout construire et de tout démolir. Pour participer à tout cela, il faut avoir un corps vivant. Alors je suis mise à la porte. Quel soulagement enfin de se trouver hors de ce jeu interminable, d'être à l'abri du temps, de ce bouillonnement rythmé des amours et des rancœurs, des plaisirs et des ennuis, des naissances et des morts, des parents et des enfants. Mais comment connaître ce bonheur nouveau, intemporel et vide, sans avoir vécu à l'intérieur du temps, sans avoir étouffé dans sa plénitude? Comment éprouver la joie glaciale de l'étranger sans avoir déjà eu une patrie? Et enfin,
comment apprendre à se débarrasser d'une mère sans être jamais né. Être l'enfant d'une femme est donc une chance qui permet de connaître le bonheur de ne pas l'être. Une chance à laquelle on doit beaucoup de gratitude. Je me presse de contempler cette ville devenue de plus en plus floue, lointaine et incompréhensible. Ces choses pourtant familières, rues et rivières, mer et rats, flottent autour de moi en se décomposant et en changeant de couleur. Et moi aussi, je flotte. Je vais très loin. Pour la première et la dernière fois, sans doute. J'écoute les murmures des Alpes, je touche la chaleur du Sahara, je bois les eaux amères du Pacifique. Tout paraît très beau quand il n'y a plus de choix à faire, quand on aime sans objet, quand Seigneur Nilou ne vient pas, quand on a plus de destin. J'entends encore des voix méfiantes ou sympathiques qui parlent de moi, puisque dans le cimetière, la boîte qui enferme une partie des cendres de mon corps est encore à sa place, encore bien rangée, alors que certaines boîtes sont déjà en désordre ou perdues. La lumière envahit tout, ivre et triomphante. Le paysage recule, rétrécit et s'efface. Je ne vois plus rien. Je ne vois pas maman. Je n'ai plus personne, ni maman, ni Seigneur Nilou. Mon souvenir de maman se fond dans cette lumière uniforme. Ma mémoire s'évapore ainsi que le nuage qui me porte. À travers le brouillard de cette mémoire me parvient comme une lamentation enchantée, une dernière voix humaine, le cri d'un nourrisson peut-être, « Maman,